Je continue. La question 17. Que signifie la règle d'incompatibilité entre le mandat ministériel et celui du député parlementaire? Alors, la règle de compatibilité ou d'incompatibilité est suivie ou non selon les régimes constitutionnels. Donc, lorsqu'on parle de règle d'incompatibilité, ça signifie que une personne ne peut pas rassembler en même temps le mandat du ministre et le mandat du parlementaire, c'est-à-dire du député. Donc, selon les régimes, dans les régimes parlementaires, souvent, il n'y a pas un problème de rassembler les deux mandats. C'est-à-dire, un ministre pourrait être en même temps un parlementaire, un député. Mais parfois, on exige cette question. C'est-à-dire, en Grande-Bretagne, par exemple, pour qu'une personne soit nommée ministre, il devrait être tout d'abord élu comme député parlementaire. Et si on veut nommer une personne qui n'est pas député parlementaire, il doit passer par des élections partielles. Et s'il n'est pas élu, il ne peut pas être nommé ministre. Donc c'est une règle, c'est une condition, pour être ministre. Une personne ou un personnage politique doit en même temps être un député parlementaire. C'est une condition nécessaire pour accéder au poste d'un ministre. Donc, la règle de l'incompatibilité, c'est l'inverse. Donc, une personne ne peut pas rassembler les deux mandats en même temps. Et c'est une règle qui est suivie dans le régime présidentiel. Par exemple, aux États-Unis, un secrétaire d'État ne peut pas être nommé comme secrétaire d'État s'il est élu sénateur ou membre de la Chambre des représentants. Ça, c'est impossible. Donc, c'est la règle de l'incompatibilité. Le poste du ministre, il est incompatible avec le poste de député parlementaire. Cependant, aux États-Unis, il y a une exception qui parvient sur cette règle d'incompatibilité. Et je viens de la citer dans une question précédente. Laquelle, c'est le statut du vice-président. Comme j'avais dit, par force de loi, le vice-président, il est en même temps le président de la Chambre haute, c'est-à-dire du Sénat. Ça, c'est par force de loi, et c'est la seule exception qui parvient sur cette règle de l'incompatibilité entre le mandat ministériel et le mandat de député. Donc, généralement, dans les régimes parlementaires, on exige la règle de compatibilité. Donc, les deux mandats sont compatibles. Et parfois, il est nécessaire d'être député pour être ministre. Parfois, c'est pas nécessaire, mais la compatibilité est présente. Donc, il n'y a pas de problème si la situation l'exige. Donc, pas de problème de rassembler les deux mandats en même temps. Bien sûr, il y en a d'autres types d'incompatibilité. Halat tanafi. Par exemple, un député parlementaire ne peut pas être un élu local dans certains régimes, dans certains États. Le ministre ne peut pas assurer une fonction privée, par exemple. On ne peut pas avoir, par exemple, une activité particulière. Il doit être seulement ministre. Donc, ce sont des types d'incompatibilité qui peuvent exister. Et selon cette question, bien sûr, la règle d'incompatibilité, c'est l'impossibilité ou l'impossibilité de rassembler entre le mandat d'un ministre et le mandat de député parlementaire.
Question 18. L'établissement royal au Maroc est-elle de nature carrément exécutive? Expliquez. Donc, l'établissement royal, c'est pas le roi. Donc, lorsqu'on dit établissement royal, ce sont tous les organes qui sont subordonnés au roi, notamment les conseillers royaux. Et d'autres organes qui peuvent être subordonnés à l'établissement royal. Donc, c'est tout l'établissement royal et non pas seulement la personne du roi. Et même dans la Constitution, lorsqu'on parle de roi, parfois on fait allusion à cet établissement royal et non pas aux personnes, à la personne du roi elle-même. Donc, est-ce que cet établissement, il est de nature purement exécutive? Lorsqu'on parle de régime parlementaire, par exemple, on dit que l'exécutif, il est bicéphale et on fait appel à un président ou au chef d'État, plus généralement. On en parle comme étant une partie de l'exécutif. Parfois, il assure une fonction d'arbitrage, l'arbitre suprême entre les institutions. Mais l'aspect plus apparent, c'est l'aspect exécutif du chef de l'État. Le roi au Maroc assume cette responsabilité d'arbitre suprême. Le roi au Maroc, il est représentant suprême de la nation. Donc sa représentativité même, elle dépasse la représentativité des députés parlementaires qui sont élus par le peuple. Et l'établissement royal et le roi assurent une fonction exécutive. Donc lorsqu'on parle du gouvernement de Sa Majesté le roi, il dirige en quelque sorte l'action du gouvernement. Le roi également a des compétences législatives. Donc le roi, est-ce qu'il peut légiférer? Bien sûr, par exemple, dans le cadre de sa qualité d'Amir al-Mouminin, il exerce ses fonctions par daïr. Et ces actes-là, ils ont un aspect législatif, bien qu'ils ne sont pas issus de Parlement. Le roi peut orienter l'action législative à travers les discours qu'il adresse lors des ouvertures des sessions parlementaires. Le roi est le chef du Conseil supérieur des oulémas. Donc, la fonction religieuse est très apparente. Et sa qualité de juge, les arrêts, les jugements des tribunaux se font au nom de Sa Majesté le roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le roi est un représentant, il a une qualité juridictionnelle. Et ça apparaît pleinement par sa compétence de nommer, la nomination des membres du Conseil, le Conseil supérieur de la magistrature, la nomination des juges. Donc il approuve la nomination des juges par daïr. Donc, comme vous le voyez, le roi est au-dessus des pouvoirs. Il est législateur, il est exécuteur, il est juge, un juge suprême. Au niveau du roi, il n'y a pas de séparation de pouvoir. Donc, est-ce que sa fonction est clairement exécutive, comme les autres chefs d'État dans des régimes parlementaires ou même présidentiels? Non. Sa fonction peut atteindre la fonction législative et la fonction judiciaire. En France, par exemple, on peut trouver de telles choses, mais c'est dans un cadre très très limité, parce que le président français peut
jouer le rôle d'arbitre. Il nomme dans des fonctions de magistrature, judiciaire, etc. Et il a des relations avec le Parlement, donc ce sont des attributions, le droit de demande de la deuxième lecture, la convocation, adresser un message au Parlement français, mais ça n'arrive pas jusqu'à la fonction de légiférer. Donc le roi marocain, il peut légiférer. Et il peut bien sûr intervenir en quelque sorte dans la fonction du pouvoir judiciaire. Donc sa fonction n'est pas carrément exécutive, il est au-dessus des pouvoirs, il est arbitre suprême, et sa qualité de représentant suprême de la nation lui donne cette possibilité d'être au-dessus des pouvoirs, parce que sa représentativité, elle est considérée comme suprême de la nation et dépasse la représentativité des députés, les membres du Parlement, les membres des conseils territoriaux, etc. Alors, la question suivante, 19. Qu'est-ce que la motion de censure? La motion de censure, comme on en a déjà parlé, c'est un mécanisme selon lequel on peut mettre en œuvre la responsabilité politique du gouvernement. Devant qui? Devant le Parlement. Donc, la motion de censure est proposée ou vient à l'initiative du Parlement et non pas du gouvernement. C'est pas comme la question de confiance. Elle est proposée au sein du Parlement. Tout d'abord, le Parlement propose la motion de censure et après un débat, généralement, le Parlement vote cette motion de censure et si elle requiert la majorité demandée, cette motion de censure entraînera la démission ou la destitution, plus exactement, la destitution du gouvernement, pardon. Alors, les procédures de la motion de censure diffèrent d'un État à un autre. Parfois, on demande, pour proposer la motion de censure, un quart des membres de la Chambre basse, parce que c'est la Chambre basse du Parlement qui peut proposer une motion de censure. Le un quart, le un cinquième, parfois un nombre déterminé, 66, comme en France, députés ou membres de l'Assemblée nationale peuvent proposer une motion de censure. Et c'est selon les cas. Et pour voter une motion de censure également, on demande des majorités qualifiées. Par exemple, au Maroc comme en France, on demande un vote par la majorité des membres qui constituent la chambre parlementaire. Au Maroc, c'est-à-dire la majorité absolue des membres qui constituent la Chambre des représentants. En France, la majorité absolue des membres qui constituent l'Assemblée nationale. En Grande-Bretagne, pour voter une motion de censure, il suffit une majorité simple des membres présents. Si le vote par oui, donc le vote positif d'une motion de censure est fait par une majorité simple, voilà, la motion entraînera ses conséquences qui sont la démission du cabinet. Donc c'est ça brièvement la motion de censure. Décrire succinctement le statut de la reine en Grande-Bretagne. Alors la reine en Grande-Bretagne, le chef de l'État, est comme chef d'État, donc c'est un chef d'État qui forme la première tête de l'exécutif, qui est bicéphale, à côté du cabinet. La reine de la Grande-Bretagne, pour information, est également le chef d'État du Canada, de l'Australie
et de la Nouvelle-Zélande. Parce que dans ces États-là, on ne trouve pas un chef d'État, on trouve un chef de gouvernement ou un premier ministre. Le chef d'État de ces États-là est la reine britannique. Ils sont annexés à la reine britannique, à la couronne britannique. Bien que ce sont des États indépendants. Donc, ils ne font pas partie du Royaume-Uni, mais pour des raisons historiques, pour des raisons de l'aspect anglo-saxon de ces États, ils ont opté pour rester sous l'égide de la couronne britannique. Cependant, cette reine britannique ou le roi, donc il peut que ce soit un homme ou une femme, malgré cette étendue protocolaire qu'il a, ses pouvoirs sont très limités, sont effacés, ou ils sont symboliques. Le roi ou la reine britannique a un statut religieux. Donc, elle défend la religion anglicane, protestante, anglicane, la religion officielle en Grande-Bretagne. Elle symbolise l'unité de la nation. Ses pouvoirs sont très limités et sont symboliques. Lorsqu'on dit que la reine promulgue la loi, est-ce que la reine a un choix de promulguer ou non une loi? Non, il n'a aucun choix. Elle n'a pas de choix du tout. Elle est obligée de promulguer la loi. Est-ce qu'elle a un droit de veto? Non. Est-ce que la reine britannique, lorsqu'elle présente le programme de son gouvernement, est-ce qu'elle a une influence sur ce programme? Non, pas du tout. La reine dissout le Parlement. Est-ce qu'elle le dissout vraiment? Non, c'est une décision effectivement faite par le Premier ministre britannique. Donc, c'est ça brièvement le statut de la reine en Grande-Bretagne. Question 21. Quelles sont les limites à la dissolution par le président de l'Assemblée nationale en France? Les limites à la dissolution du Parlement. Donc, comme vous le savez, le président en France peut dissoudre l'Assemblée nationale et non pas en fait tout le Parlement, parce que le Sénat ne peut être dissous. Et le gouvernement n'est pas responsable devant le Sénat, il est responsable devant l'Assemblée nationale. Alors, lorsqu'on dit que le président peut dissoudre le Parlement, est-ce qu'il s'agit d'un pouvoir absolu? Non, il y a certaines limites. Il y a certains cas dans lesquels le président ne peut pas dissoudre le Parlement. La première limite, c'est la déclaration de l'état d'exception. Lorsqu'il y a des états d'exception, le président français ne peut pas dissoudre le Parlement. C'est tout comme le roi au Maroc, parce que la Constitution dispose que le roi ne peut pas, ou le Parlement, lors des états d'exception, le Parlement ne peut être dissous, que ce soit par le roi ou par le chef de gouvernement. Donc, il garde sa position comme Parlement. La seconde limite, le président français ne peut pas dissoudre le Parlement qui est issu d'une dissolution pendant la première année de son mandat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si on suppose qu'il y a un Parlement
qui a été une assemblée nationale, plus précisément, qui a été dissoute par le président. Et on va à de nouvelles élections. Le Parlement élu, c'est-à-dire le nouveau Parlement, ne peut pas être dissous par le président que après une année de ce mandat-là. C'est clair? Donc après le déroulement d'une année, le président peut dissoudre le Parlement. Alors, le pouvoir de dissolution du Parlement, en fait, c'est un pouvoir discrétionnaire. Lorsque le président peut-être cherche une situation politique plus confortable, c'est-à-dire aller vers des nouvelles élections pour avoir une majorité qui est de sa même coloration politique, par exemple. Donc, il peut estimer que c'est le moment convenable pour dissoudre le Parlement. Vous voyez donc, ce pouvoir, il est discrétionnaire. Il est couvert par la situation politique, les jeux politiques, les jeux de majorité parlementaire. S'il y a cohabitation, par exemple, le président ne va pas être à l'aise politiquement parlant, ne va pas être à l'aise. Et dans ce cas-là, il va chercher le meilleur moment pour dissoudre le Parlement, en estimant que le nouveau Parlement va conduire vers une majorité parlementaire qui est de sa même coloration politique. Alors, pour répondre à cette question, on devrait citer ces deux cas qui représentent des limites, c'est-à-dire la déclaration des états exceptionnels, lorsqu'il y a état d'exception, et lorsque il y a un nouveau Parlement qui assure un mandat, et ce Parlement-là, il est issu d'une dissolution. C'est-à-dire il est issu d'une dissolution, c'est un Parlement qui est élu après la dissolution de son précédent, de son prédécesseur. Le Parlement prédécesseur, il était dissous, et ce nouveau Parlement doit assurer une année de son mandat, au moins pour qu'il puisse être dissous par le président de la République. Question 22. Comment est élu le Sénat français et que représente-t-il? Donc vous avez les détails sur les supports. Le Sénat français est composé des élus, les élus des élus. Donc il est élu indirectement. Donc c'est pas le peuple français qui élit le Sénat, mais sont les personnes élues par le peuple français, c'est-à-dire les membres de communes, des collectivités territoriales, les chambres professionnelles, etc., etc. Ce sont eux qui élisent le Sénat français. Qu'est-ce qu'il représente? Il représente les collectivités territoriales, il représente les syndicats, les salariés, les chambres professionnelles, industrielles, commerciales, etc. Il représente les régions, il représente les territoires d'outre-mer, c'est-à-dire les colonies françaises qui existent dans le Pacifique, dans l'océan Indien, etc. Donc, c'est la représentativité du Sénat. Si vous voulez, le Sénat est plus lié à ce qui est territorial, les communes, les régions, les territoires d'outre-mer, et lié également à ce qui est
professionnel, à ce qui est syndical, etc. Donc, il représente des intérêts particuliers et des questions particulières au point de vue chambre législative. Donc, c'est la fonction du Sénat. Il est élu par un collège électoral déterminé. C'est pour cette raison qu'on le qualifie de les sénateurs sont les élus des élus. Donc, les élus par le peuple français sont eux qui vont élire les membres du Sénat. Sa composition ressemble beaucoup à la composition de la Chambre des conseillers au Maroc. La question suivante, question 23. Question 23. Dans quelles circonstances le président américain peut-il dissoudre le Congrès? Alors, j'estime bien que vous pouvez répondre facilement à cette question. Est-ce que le président américain peut dissoudre le Congrès? Pas du tout. C'est une question piège également. Le président américain ne peut, dans aucun cas, dissoudre le Congrès, ni l'une des chambres du Congrès. Parce qu'il y a irrévocabilité de pouvoir, il y a séparation rigide de pouvoir, il n'existe pas les mécanismes de la responsabilité politique aux États-Unis d'Amérique. Alors, en contrepartie, le Congrès ne peut destituer ou mettre en œuvre la responsabilité politique du président américain. Magnéto. Pause.